Merci. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette conférence Comment sortir des addictions, qui est un phénomène très important. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais tout d'abord me présenter. Donc, je suis Marie Aragnolo, je suis hypnocoach et je travaille sur les addictions depuis 2013. J'ai commencé depuis beaucoup plus tôt, plus de 15 ans, mais depuis 2013, j'ai commencé à assister avec des gens compétents dans la médecine, des psychiatres comme Laurent Carilla, etc., avec qui j'ai accompagné dans des événementiels pour écouter un peu sur quoi porter l'addiction et comment la travailler. Mais aussi, j'ai été touchée, moi, personnellement, par des personnes qui sont proches. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu vraiment aider les personnes qui sont dans cette addiction, que ce soit l'alcool, le tabac, le sexe, la drogue, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Parce que c'est un phénomène qui est de plus en plus important, de plus en plus grave. Et quelquefois, on a un genre de déni qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être dans un comportement addictif. C'est pour cette raison que ce soir, j'avais envie de vous parler de ce sujet, peut-être en souhaitant que ce que je vais vous apporter, vous savez sans doute certaines choses, mais que ça va pouvoir vous éclairer, vous donner quelques pistes de réflexion en tout cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et ensuite, je pourrai prendre par rapport à votre histoire, des choses pour savoir d'où viennent ces addictions, puisque mon métier est justement d'aller à la recherche comment dire, de trouver le lien inconscient qui crée l'addiction, ce sentiment d'insécurité, etc. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une addiction? Une addiction, c'est à partir du moment où on est esclave d'un objet, d'une action ou qu'on note une transformation dans sa relation à l'autre, on considère qu'on est addict. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, c'est comme si on avait un comportement compulsif. C'est un besoin irrésistible de consommer une substance ou d'avoir recours à certaines activités. C'est-à-dire que même si on veut se raisonner, comme si la volonté n'y était pas. Comme si on ne pouvait pas… alors, j'ai quelque chose à l'écran, moi. Hop, je vais fermer, voilà. Comme si on n'avait pas les moyens de se dire, on a beau essayer avec sa propre volonté de dire je vais arrêter, etc., mais c'est plus fort que soi. Et on glisse lentement dans une addiction. On ne s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire qu'au départ, on y va lentement. Par exemple, par rapport à l'alcool, j'ai eu des clientes qui ont consommé tout doucement. Alors, pendant le confinement, il y a eu encore plus de gens addicts, mais tranquillement, un verre d'alcool, un jour sur deux, pour faire, voilà, pour se dire, je comble un sentiment d'ennui, d'angoisse, etc., etc. Donc, petit à petit, il s'est formé comme une espèce d'habitude. Donc, cette habitude, on y glisse lentement, c'est-à-dire une journée, on va consommer un verre, et puis le lendemain, et puis le surlendemain, etc. Au départ, on n'a pas l'impression qu'on va pouvoir… on a l'impression qu'on va pouvoir dire stop à ça. Sauf qu'à un moment donné, on sent que c'est un engrenage et si on n'a pas notre petit verre, si on n'a pas notre petite cigarette, si on n'a pas notre petite drogue ou autre chose, ou simplement sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ne sortent pas des réseaux sociaux, qui ne sortent pas des jeux vidéo ou du téléphone portable. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on commence à sentir comme si on était privé de liberté, comme si on n'arrivait plus à… comme si c'était l'addiction qui nous contrôlait et non plus nous qui contrôlions l'addiction. Donc vraiment, l'addiction se caractérise, comme je disais tout à l'heure, par ce besoin de consommer des substances ou d'avoir un comportement qui est incontrôlable en dépit des conséquences négatives aussi bien sur la santé que sur le couple, que sur la vie sociale, que sur les finances, etc., etc. J'ai eu une personne qui était addicte au jeu. Elle savait qu'il fallait absolument qu'elle arrête cette addiction, sauf qu'il y avait quelque chose en elle qui l'a poussée encore à aller dans les casinos pour aller dépenser de l'argent. Elle mettait son couple en péril, elle mettait ses finances en péril, jusqu'au jour où elle a fait exploser son couple, elle a fait exploser ses finances parce qu'elle n'arrivait pas à contrôler ce système-là. Et tant que la personne, il y a quelque chose qui est aussi particulier, c'est que tant que la personne a le déni qu'elle est addicte à quelque chose, elle ne peut rien faire. C'est-à-dire, il y a vraiment une prise de conscience à avoir pour
que la personne se dise, oui, là, j'ai une addiction. Et il y a vraiment ce fossé. Et quelquefois, les gens de l'extérieur essayent de mettre en garde par rapport à certains comportements. Souvent, on le voit chez les jeunes, hein, par rapport au téléphone portable, etc., ou à la drogue, ou au tabac, ou même à l'alcool par moment. On le voit chez les jeunes, ils ont ce sentiment de déni au départ, comme s'ils étaient pris en flagrant délit d'eux, en sachant, ils savent pertinemment à l'intérieur d'eux que c'est un comportement comme si c'était quelqu'un d'autre à l'intérieur d'eux qui commandait cette envie irrépressible de consommer quelque chose. Et justement, par rapport à ces addictions, malgré les conséquences négatives sur la santé, le couple, etc., pourquoi on va vers une addiction, quelle qu'elle soit? Les addictions sont liées souvent à des tracas familiaux. On veut sortir d'un sentiment peut-être d'impuissance, un sentiment de manque de confiance, un sentiment de solitude, un sentiment de comme si on tournait en rond, comme s'il n'y avait pas d'issue à une situation. Donc, on va chercher un réconfort. C'est simplement un sentiment de, voilà, je vais chercher une substance extérieure qui va porter ce réconfort à l'intérieur. Les gens n'ont pas l'impression qu'ils peuvent faire ce travail sur eux. Donc, je vais utiliser quelque chose qui vient de l'extérieur de moi pour réconforter, pour m'apporter du bonheur à l'intérieur. Alors, c'est-à-dire que par rapport à l'alcool, c'est un sentiment de dire, tiens, ça me fait du bien une soirée. Par rapport au tabac, c'est, tiens, le fait d'avoir fumé une cigarette quand on est adolescent, ça m'a permis d'avoir des amis, d'avoir un groupe de gens avec qui je peux être identique. Souvent, c'est pour se mettre, comment dire, dans un système pour être comme tout le monde. Il ne faut pas se sentir rejeté, exclu d'une partie de la société qu'on considère importante pour nous. Donc, on a ces comportements-là qui, au départ, sont positifs dans l'idée que la personne se fait pour avoir ce moment de convivialité, pour apaiser ce moment de solitude, pour se dire même l'alcool festif, de dire tiens, à chaque fois que je bois un petit verre, c'est entre amis, etc., etc. Donc, c'est pour ça que la personne, à travers cette addiction, elle va chercher ce réconfort, c'est-à-dire cette substance extérieure qui va me porter du bonheur à l'intérieur, en sachant que le bonheur ne peut être que de l'intérieur vers l'extérieur. Mais là, c'est comme si c'était un truc palliatif qui nous permet d'aller pendant un instant T, pendant peut-être 1 minute, 2 minutes, 10 minutes ou 1 heure, de dire j'apaise un peu la souffrance, mais lorsqu'on sort de cette addiction, on va commencer à dire tiens, j'ai besoin de nouveau d'aller me procurer la cigarette, d'aller me procurer ce verre d'alcool, d'aller me procurer cette drogue ou les jeux vidéo, etc., pour me sortir de la tête de ce tracas perpétuel du quotidien, de dire comme je n'arrive pas à le résoudre autrement, ça me permet de dire, c'est comme si on mettait un couvercle dessus en disant, voilà, le fait de consommer ça pendant quelques minutes, quelques heures, je pense à plus rien. Je suis dans mon monde et on le voit surtout à travers la drogue, c'est une sensation de waouh, j'ai des possibilités, je reprends confiance en moi pendant quelques instants, etc. Sans s'apercevoir qu'au fur et à mesure, c'est pour masquer les troubles comme l'anxiété, l'angoisse, les troubles du sommeil. On finit par avoir aussi des phobies sociales. On dérègle aussi notre système de récompense et à travers, c'est-à-dire que quand on consomme du tabac, quand on est, voilà, on fume, on a des capteurs au niveau du cerveau qui font qu'à chaque fois qu'on fume des cigarettes, ces capteurs se remplissent à un certain niveau. Et plus on est habitué, si on est habitué à 10 cigarettes, un paquet, 2 paquets ou 3 paquets, ces capteurs s'allument systématiquement. Et c'est ce qu'on voit quand on fait de l'hypnose, c'est qu'une fois que ces capteurs sont pleins, automatiquement, la personne va chercher à les remplir d'une façon ou d'une autre. Et l'important, c'est d'aller remplacer ces capteurs de « j'ai besoin de substances » extérieures comme le tabac, le sucre, la nourriture ou autre chose, je le remplace par une envie à quelque chose qui va donner du sens à ma vie. Et ce n'est pas le fait d'avoir une addiction, ce n'est pas un manque de volonté. Souvent, les gens se culpabilisent et souvent ne vont pas consulter parce que c'est comme s'ils avaient peur d'être stigmatisés
par rapport à l'addiction à laquelle comment dire, accrochés. Et la personne, malgré sa volonté de dire je veux arrêter aujourd'hui, peut-être parmi vous, vous avez pu observer non, aujourd'hui je ne vais pas consommer par exemple d'alcool. Sauf que c'est comme si c'était plus fort que nous. Il y avait une personne en nous qui disait non, tu vas y aller quand même. Tu ne veux pas, mais tu vas y aller quand même. C'est comme s'il y avait à l'intérieur une bataille de celle qui sait qu'il ne faut pas y aller et l'autre qui a envie de systématiquement aller faire ce geste. Et derrière ce geste, une fois qu'on a consommé, il y a cette culpabilité qui s'installe de plus en plus, cette anxiété qui s'installe de plus en plus, comme si on était pris dans un tourbillon de la personne, elle se dit, je ne suis pas assez forte, je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez costaud pour dire non à cette situation. Alors, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir d'eux-mêmes parce qu'ils ont une volonté et puis un soutien au niveau de leur environnement, au niveau de leur famille, au niveau des gens qu'ils aiment et qui ils sentent, qu'ils acceptent déjà d'être, comment dire, ils ne sont plus dans le déni de l'addiction. Donc, ils commencent à vouloir se faire aider. Donc, c'est pour ça que la personne qui observe, qui est dans l'addiction, c'est-à-dire qu'il y a les constituants principaux de l'addiction, c'est le fait de répéter systématiquement des consommations. C'est le fait d'avoir ce désir compulsif et irrépressif qu'on appelle le craving. C'est aussi l'augmentation progressive des doses. Ça veut dire qu'au départ, on part par exemple par un verre d'alcool et ensuite on va en utiliser 2 verres et 3 verres et 4 verres, etc., etc. Et on glisse lentement vers quelque chose qui devient terrible. Et c'est le fait que justement, on veut retrouver à travers ces addictions, à travers ce premier verre ou ce verre qu'on a vu la première fois, les premiers effets. C'est-à-dire que si j'ai bu un verre d'alcool et puis ça a été le fou rire, la joie, le plaisir, où je me sentais vraiment débordante d'énergie, où je suis sortie de ma timidité, j'ai retrouvé confiance en moi, j'ai osé faire des choses, là je donne des exemples, j'ai osé danser, chanter, m'amuser, je me suis libérée comme s'il n'y avait plus rien, j'avais plus de limites. Et la personne, au fur et à mesure, va chercher cet état. Sauf que pour avoir cet état, la personne va devoir consommer davantage tout en ayant un effet inverse. C'est-à-dire qu'elle va s'apercevoir que le deuxième verre, le troisième, même la bouteille, etc., n'aura plus le même effet que la première fois. Donc, c'est pour ça qu'elle va s'enfoncer au fur et à mesure. Et la première étape pour éviter de s'enfoncer davantage, c'est de prendre conscience que, OK, là, je suis addict à une substance ou à un comportement, et on peut être aussi addict à une personne. Et souvent, ce n'est pas forcément le sujet de ce soir, mais la dépendance à une personne a le même, comment dire, le même symptôme, c'est-à-dire c'est une anxiété de se retrouver seul, c'est une anxiété de dire je ne me sens pas aimé, c'est la peur du jugement des autres, c'est je me sens rejeté soit par les parents, par la société, c'est un sentiment d'insécurité qui peut provenir de l'enfance, de la vie intra-utérine, qui peut provenir aussi même de la vie karmique ou du transgénérationnel. Moi, j'ai pu observer à travers les personnes que j'ai accompagnées qu'il y avait une dame qui avait un problème d'alcool. Et comme elle me disait, elle a tout doucement, elle a commencé à avoir des problèmes au niveau du travail. Et elle s'est dit, en rentrant chez elle, tiens, je vais boire un petit verre, ça va me réconforter, ça va me détendre. Sauf qu'au fur et à mesure, à chaque fois qu'elle arrivait du travail, c'était un petit rituel, c'était devenu une habitude. Et au fur et à mesure, elle augmentait les doses, etc., etc. Et en même temps, elle avait ses difficultés avec les parents. Donc, elle était dans un comportement assez agressif parce qu'elle n'arrivait pas à s'accepter, elle ne se sentait pas acceptée ni de sa famille, ni au niveau du travail parce qu'elle avait des conflits, etc. Donc, elle a glissé au fur et à mesure jusqu'au jour, quand je l'ai rencontrée, elle buvait plus de 2 litres par jour. Et cette personne, ce que l'on a fait, c'est aller justement analyser qu'est-ce qui a créé cette envie de boire, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette, comment dire, de cette addiction, de ce comportement addictif. Et au fur et à mesure, à travers l'émotionnel qu'on a été, comment dire, on a été libéré, je me suis aperçue que
il y avait déjà dans son système familial, c'était quelqu'un qui était d'origine étrangère et sa famille avait quitté le pays d'origine pour venir habiter en France. Donc, il y avait des souffrances déjà liées à sa famille qui a fait qu'ils sont venus s'installer en France, mais ils ont laissé la famille, ils ont laissé plein de choses là-bas. Donc, ça a été des non-dits de la famille, mais elle, en étant enfant, elle a ressenti à l'intérieur d'elle toute cette partie souffrante qu'ils n'ont pas pu exprimer, qu'elle n'a pas pu exprimer elle non plus. Donc, elle portait sur elle cette histoire transgénérationnelle. Donc, elle est venue à travers cet alcool dire ces choses-là. Et une fois qu'on a libéré cette partie-là, on s'est aperçu aussi que dans sa vie karmique, il y avait des choses par rapport à sa date de naissance. Et là, peut-être que vous aurez envie, si vous le souhaitez, me donner votre date de naissance, qui peut nous donner aussi des indications par rapport à ce que vous devez traverser et libérer pour vous libérer de certaines émotions qui vous conduisent, si vous avez un comportement addict, qui peuvent vous conduire dans ce comportement-là. Donc, j'ai été libérée par rapport à cette personne, son transgénérationnel, sa vie karmique, sa vie intra-utérine, ses souffrances, ses blessures de cette vie-ci par rapport à ses sentiments d'humiliation, de trahison, de rejet, d'abandon, etc., sur les 5 blessures que vous connaissez sûrement. Et le fait d'avoir travaillé ces 5 blessures, automatiquement, au fur et à mesure du travail, elle se sentait avoir de moins en moins envie de consommer de l'alcool. Jusqu'au jour, ça automatiquement, il faut du temps en fonction du nombre d'années dans lequel on est addict à cette substance-là. Et au fur et à mesure, on a dû faire qui ne boit plus une goutte d'alcool. Parce que ces émotions, on a apaisé toutes ces émotions à l'intérieur d'elle. Ce qui était lié à sa propre vie à elle et ce qui était lié en résonance à sa famille, ce qui était lié en résonance à son karmique, etc. On a travaillé sa sphère professionnelle pour savoir ce que les autres lui renvoyaient de sa propre histoire. Et le fait d'avoir justement libéré toutes ces émotions, elle s'est sentie de plus en plus forte pour faire face à ces situations et elle se sentait même moins agressive vis-à-vis des autres. Parce que comme elle se sentait rejetée des autres, elle avait créé ce sentiment de rejet dès l'enfance, comme elle se sentait rejetée des autres, automatiquement elle se rejetait elle-même, puisque l'autre n'est qu'un reflet d'une partie de soi. Et le fait d'avoir réparé toutes ces parties émotionnelles, elle n'avait plus envie de consommer. Et du coup, elle a arrêté de consommer de l'alcool. Et je me suis aperçue aussi que quelquefois, des gens ont travaillé simplement l'émotionnel sans me dire, tiens, je suis addict à ça, à ça, à ça. Et elle me disait, bah, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, etc. Et je voulais aussi vous donner un exemple que j'ai trouvé extraordinaire. C'est un couple qui est venu me voir en disant, notre fils est accro à la drogue et à l'alcool. Et leur fils avait 21 ans. Il me dit maintenant, il se met en plus à rester dans sa chambre, il ne voit plus personne, il est addict aux jeux vidéo aussi. Et dit, on le voit vraiment dans cette souffrance. Et elle dit, en tant que parent, on se sent impuissant par rapport à ça. Et quand ils sont venus, je leur ai dit, pour l'instant, il n'est pas prêt à faire la démarche avec moi. Par contre, comme je suis médium, je ressentais qu'à travers leur histoire, l'histoire de la mère et l'histoire du père, il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Et je vois par rapport à la mère, elle avait perdu sa mère quand elle avait 3 ans. Donc, elle portait déjà ce deuil qui n'était pas fait. Pour elle, elle avait cette souffrance de la mère absente. Donc, j'ai travaillé sur ce deuil par rapport à elle et des souffrances qu'elle portait sur sa vie. Et par rapport au père, je me suis aperçue qu'il avait perdu d'un seul coup son père et son frère. Et c'est quelque chose qu'il n'avait jamais accepté, quelque chose qu'il n'avait jamais dit à qui que ce soit. Il portait cette souffrance, sauf que ça transpirait de lui. Et sa femme, elle me disait, mais quand on voit mon mari avec notre fils, ils sont toujours en tension, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur ce deuil que le père n'avait pas fait, et toutes ces choses qu'il devait dire au niveau émotionnel, se libérer complètement de ce qu'il a pu porter, et en plus, il se sentait coupable de ce qui s'était passé pour le décès du père et de son frère, parce qu'il avait une discussion juste auparavant, il avait eu un conflit, donc il y avait cette culpabilité. Donc le père, il était un peu sur le système électrique. Donc dès qu'il avait une conversation avec son fils, c'était voilà,
c'était tout le temps dans l'agression. Il n'y avait jamais de mots doux, de compréhension, etc. Et ce qui s'est produit une fois que j'ai libéré les deux parents, j'ai eu un coup de fil du fils, il m'a dit « je veux que vous m'aidiez ». Et déjà, ils avaient instauré entre les parents et le fils un dialogue qu'ils ne pouvaient pas avoir avant. Le père a changé de comportement par rapport au fils. Il s'est senti plus proche, puisque lui-même se rejetait, se sentait coupable de ce qui s'était passé par rapport à son frère et son père. Et du coup, il a ouvert une porte. Jusqu'au jour où ce fils est venu me voir, il m'a dit « maintenant, je veux arrêter la drogue ». Il dit « j'en veux plus. Je veux sortir de ma chambre, j'en peux plus ». Et on a fait ce travail qui n'a pas demandé énormément de séances parce que lui, justement, il portait la souffrance des parents qui n'était pas dite. Et peut-être, vous savez, comme moi, que quand les enfants sont les messagers des parents, et il y avait ce côté autodestructeur en disant aux parents, vous êtes en train de vous détruire comme je me montre que je suis en train de me détruire devant vous. Et le fait d'avoir fait cette démarche, il a décidé, on a travaillé en hypnose, je l'ai travaillé en karmique et en transgénérationnel. Et maintenant, on a travaillé aussi sur son couple, sur son travail, on a fait toutes les sphères de sa vie. Il a créé une famille, il a un enfant, il a arrêté de boire, il a arrêté la drogue. Il a tout arrêté et il a construit vraiment une autre vie. Et c'est ça que je trouve fabuleux à partir du moment où la personne retrouve à l'intérieur d'elle-même cette confiance, ce sentiment d'être accueilli par l'autre, ce sentiment de dire voilà mon message, ce que j'avais envie sans le savoir, parce qu'il ne savait pas qu'il était en train à travers son addiction, il était en train de dire au père, regarde, tu n'as pas réglé ta vie par rapport à tes parents et puis ton frère, par rapport à sa mère, d'autres choses. Et il était simplement le messager de ses parents. Et ce qui est extraordinaire, là, c'est de voir, quand j'ai vu cet enfant qui a commencé à construire sa vie de couple, qui maintenant, ça fait plus de 10 ans, qu'il a pu toucher à une goutte d'alcool, qu'il a pu toucher à de la drogue, etc., qui s'est reconstruit d'une manière totalement différente. Et à l'époque, il était dans cette agressivité, dans cette violence verbale vis-à-vis des parents, cette violence vis-à-vis de lui. Il supportait pas le moindre regard, pas le moindre geste, pas la moindre tendresse de ses parents. Et là, ça a complètement transformé sa vie et celle de ses parents. Et c'est ça que je trouve fabuleux, c'est qu'à partir du moment où la personne, elle commence à voir peut-être que quand c'est un enfant, il y a des choses à faire à travers les parents et que ça peut bouger dans leur vie, dans cette famille, et de voir ces personnes se libérer de fardeaux, ces personnes enfin revivre une autre vie plus saine, plus cordiale, plus aimante, les uns avec les autres. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de situation désespérée à partir du moment que la personne a envie de faire le pas. Parce que comme je vous disais, ce jeune, tant qu'il n'avait pas pris la décision de dire ben, « moi, je fais quelque chose pour moi », j'avais fait les choses par rapport aux parents, et lui, tant qu'il n'avait pas dit « je veux maintenant arrêter », parce qu'il a senti qu'il y avait une différence dans sa relation aux parents, on ne peut rien faire. C'est pour ça que c'est vraiment un travail d'équipe. Et ma spécificité, c'est vrai que c'est cette médiumnité qui me permet d'aller à l'origine de la souffrance. Et cette origine peut provenir d'un tas de choses. Comme je vous disais tout à l'heure, cette origine peut provenir de la vie intra-utérine en fonction de ce que la mère a vécu, en fonction de ce que le père a vécu, en fonction de sa propre vie, ce qu'il a entendu, comment il a enregistré les informations. Parce que souvent, ce que je m'aperçois, c'est pas la douleur, elle n'est pas liée à ce que l'on a vécu. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas pu exprimer ce qu'on avait besoin d'exprimer au moment où on a vécu une souffrance. À partir du moment où on va libérer la parole, où on va pouvoir dire, et quelquefois, simplement le fait de changer de regard par rapport à la situation, on peut retrouver cette confiance, cette estime de soi, cette énergie qui va nourrir ce besoin où on a justement cette faille d'insécurité, cette faille par rapport au sentiment de rejet ou d'humiliation ou d'abandon, etc. Et on va la nourrir d'une autre manière pour lui montrer la force, l'énergie
que cette personne, elle a pu déployer, ce qu'elle a pu ressortir de cette situation et comment en faire un cadeau, comment en faire une force. C'est pour ça que c'est tout le système émotionnel qu'il faut aller voir, qui crée ces addictions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à me les poser, parce que j'aime bien que ce soit interactif, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que sinon je vais partir dans plein d'exemples. Et le fait d'être addict, je me suis aperçue aussi que ça a un certain prix. Si par exemple les gens sont addicts à l'alcool, à la drogue ou à autre chose, surtout à la drogue, ça coûte hyper cher, la personne va se mettre dans une posture de… elle va prendre déjà des risques au niveau de sa santé, mais elle va prendre des risques au niveau de ses finances, elle va prendre des risques au niveau de son couple, elle va prendre des risques énormes. Et combien de fois on voit des couples qui se désunissent, des familles qui s'éclatent, simplement parce que les gens ne savent pas toujours vers qui se tourner. Pourtant, il y a des solutions, même si le processus peut paraître long, il y a des solutions avec des associations, avec des protocoles particuliers dans la médecine générale, dans la médecine spécifique, etc., ou à travers des thérapeutes comme moi, à travers l'hypnose ou d'autres techniques. Mais il y a toujours une solution et on peut toujours accompagner la personne pour qu'elle retrouve du sens à sa vie, pour qu'elle remplace cette façon d'agir par une autre façon d'agir, mais qui lui apporte plus de bonheur, qui lui donne plus de sens à sa vie, qui la nourrisse. Et on peut aussi, il y a une addiction qui est importante et souvent on l'oublie, il y a l'addiction au travail. Souvent, il y a des gens qui sont, voilà, ils se mettent la tête à fond dans le travail jusqu'à faire des burn-out parce qu'ils n'ont pas envie de voir leur souffrance en face. Donc, c'est une façon de se fuir, c'est une façon de s'oublier, c'est une façon de ne pas faire face à ce qui me fait le plus souffrir à l'intérieur de moi. Donc, je vais me donner dans le travail. Et il y a des gens qui travaillent des heures et des heures et ils ne savent pas s'arrêter. Parce que le fait de s'arrêter, c'est comme s'il y avait quelque chose qui va les compromettre. Et par rapport à ce travail, j'ai un exemple qui me revient en tête. Et la personne, elle a fait un burn-out, elle me dit, je ne comprends pas. Je suis épuisée, je n'arrive pas à m'arrêter, je ne sais pas pourquoi. Et en fin de compte, il y avait une de ses croyances, il en avait plusieurs, mais une de ses croyances qui m'a amenée dans sa naissance, lors de sa naissance. Et quand je lui ai fait revivre sa naissance, je me suis aperçue qu'à un moment donné, il a failli mourir. Parce qu'il n'arrivait pas à avancer, il a failli s'étouffer à l'intérieur. Et ce sentiment de dire j'arrête, c'est je vais mourir. Donc inconsciemment, cette croyance qui n'avait rien à voir, vous me direz, avec le travail, pourtant lui, ça a créé ce sentiment de je ne dois pas m'arrêter parce que si je m'arrête, je meurs. Donc il a transposé cette croyance au niveau de sa naissance à son activité professionnelle. Et du jour où on a libéré cette croyance, il a réduit son temps de travail. Il a pris du temps pour lui. Il a pu commencer à vivre avec sa famille, prendre du temps avec ses enfants. Sinon, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, si j'arrête de travailler, je meurs. Et vous voyez, quelquefois, les croyances, au premier abord, elles n'ont rien à voir avec le domaine dans lequel on a une problématique. Et c'est vrai que là, le fait d'aller observer ça, on se dit, waouh, il y a des choses qui nous dépassent. L'inconscient, lui, il fait un système de protection. Il n'est pas là pour nous embêter. Il est là pour dire, voilà, à travers ça, ce comportement-là, je suis en train de me protéger de quelque chose. Sauf que le comportement n'est plus adapté par rapport à la situation. Donc, le meilleur moyen de le dépasser, c'est d'aller voir ce qui se passe. Et tout seul, il y a des gens qui arrivent à s'arrêter tout seul par rapport à certaines choses. Mais quand on n'arrive pas à dépasser cette addiction, il est important de se faire accompagner pour aller voir, mais qu'est-ce qui crée cette dépendance à une personne? Qu'est-ce qui crée cette dépendance à une substance?
ou au téléphone ou aux réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui crée en moi ce besoin impérieux de dire il faut absolument que je consomme ou que je me mette tellement dans les réseaux sociaux, je regarde tout, je regarde tous mes messages, etc., pour dire je suis quoi exactement? Quelle est cette partie de moi que je n'ai pas envie de voir? S'il vous Quelle est plaît, cette Maria, partie de moi qui me fait tellement souffrir? Pardon? s'il vous plaît, Maria, il y a des questions, vous voulez que je vous les pose maintenant? Ah, je veux bien. Alors, une première question, comment savoir de quel parent un enfant est le symptôme? Les deux Donc, parents peuvent-ils, sans le savoir, avoir le même problème? alors, est-ce que les parents, sans le savoir, peuvent-ils avoir le même problème? Est-ce qu'Hélène voulait préciser la question? Oui, je peux. En fait, je vois en fait, je pense à un ami en particulier qui a un enfant qui a une addiction aux jeux vidéo. Et en fait, mon ami n'est plus avec la maman de l'enfant. Et en fait, lui ne comprend pas d'où cette addiction peut venir chez son fils. Elle ne comprend pas non plus d'où ça peut venir. Pourtant, l'un et l'autre peuvent avoir des peurs similaires, des problèmes, par exemple, avec leurs propres parents qui sont similaires. Donc, je me demande en fait si l'addiction aux jeux vidéo de cet enfant ne peut pas être une manière pour lui de faire comprendre à ses parents qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'ils devraient aller creuser dans leur propre histoire. Et je me demande en fait s'ils se sont pas, d'une certaine manière, rencontrés parce qu'ils avaient les mêmes difficultés avec leurs propres parents. Voilà, c'est peut-être plus clair dit comme ça. C'est-à-dire que l'enfant va nous renvoyer toujours à nos propres souffrances. Et souvent, dans un couple, quand on se rencontre, on s'aperçoit qu'on a comment dire, des blessures à peu près identiques. On ne va pas rencontrer une personne, elle va nous faire référence systématiquement à nos propres blessures. Donc, cet enfant, il est en train de dire quelque chose par rapport à ses parents, mais aujourd'hui, par rapport aussi à ce qui se passe autour, hein, il y a à partir du moment où l'enfant ils sont plus de communication avec les parents, ils se sont un peu mis de côté parce que les parents n'ont pas le temps de communiquer. Oui, c'est le cas. Ils courent tout le temps, ils communiquent pas entre eux. Il y en a un qui est pris par son travail, l'autre qui est pris par son travail, etc. Et l'enfant, il va trouver cette façon de dire j'existe quelque part. Et quelquefois, ces jeux vidéo, ils se mettent à plusieurs, comme s'ils étaient, voilà, ils se sont dans son domaine où je vais prendre du plaisir, où je vais me sentir important. Peut-être il va prendre le pouvoir de dire tiens, des jeux vidéo où il tue des trucs et des machins. Il va dire ouais, je suis fort, je suis génial, je suis extraordinaire parce que il va essayer de retrouver son pouvoir et son plaisir. Sauf qu'à un moment donné, il se coupe du monde, il se coupe des gens, il est juste devant un ordinateur et il va délaisser et ses cours, il va délaisser sa vie sociale, il va délaisser ses amis, il va délaisser peut-être des gens qu'il aime, et au fur et à mesure, il va avoir plein de difficultés dans sa vie. Donc, ça peut, voilà, il dit aussi des choses aux parents pour dire, au secours, quelque part, aidez-moi. Mais au tout départ, aidez-vous aussi. De toute façon, souvent, les gens, moi, j'ai remarqué que, en général, les femmes sont plus à même, je suis désolée pour les hommes, hein, mais les femmes sont plus à même de se poser des questions et de faire un travail sur elles plus facilement que les hommes. Et il arrive aussi que des hommes font du travail sur eux-mêmes, mais souvent, c'est les femmes qui sont toujours au premier plan, qui se disent, tiens, là, je peux faire quelque chose pour mon enfant, je peux faire quelque chose, etc. Il y a des gens qui sont quand même plus ouverts. Il y a des hommes aussi qui viennent au fur et à mesure dans mes séances. Quand il y a un lien vraiment très fort entre les deux personnes, même si elles sont séparées, il y a vraiment cette discussion de dire on va faire quelque chose pour notre enfant et là on peut intervenir à notre niveau. Ça ne veut pas dire qu'on règle tout au niveau des parents, mais souvent ce que j'observe, c'est que la relation entre les parents et l'enfant, quand les parents ont fait un travail sur leurs propres parents, la relation, elle change du tout au tout. Oui, effectivement, c'est une bonne piste parce que quand tu as parlé de la communication, c'est vrai qu'il y a eu des changements professionnels et la communication a été de moins bonne qualité
à la fois entre les parents, mais aussi entre chacun des parents individuellement et l'enfant. Il y a cette piste-là, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est rompu à ce niveau-là. Il y a moins de temps qui est accordé. Et quand je dis moins de temps, ce que je veux dire, c'est pas du temps, enfin, c'est pas forcément 2 heures, 3 heures, c'est des moments de qualité, quoi. Donc, il y a ça aussi, effectivement. Ouais. Ah oui, c'est vraiment hyper important. Et ce qui fait que l'enfant va se mettre dans des comportements. Souvent, quand il y a des séparations de couple, quand il y a des changements de situation, quand il y a une perte d'emploi pour l'un ou pour l'autre, où les parents sont dans leurs difficultés, et ça se comprend, on ne peut pas être tout le temps au top. Voilà, on fait du mieux qu'on peut, en tout cas en tant que parent. Mais, et justement, l'enfant va ressentir, il va avoir l'impression qu'il n'est pas aimé. C'est pas qu'il n'est pas aimé, c'est que les parents n'ont plus le temps vraiment de s'occuper de l'enfant, ou quand ils arrivent, ils sont tellement pris par leurs émotions que plutôt de dialoguer, c'est le conflit, c'est les cris, c'est j'ai pas le temps de m'occuper de toi, ou je suis fatiguée, tais-toi, ou je ne sais quoi. Et souvent, moi, ce que je me suis aperçue, c'est que les parents ne voient pas, comment dire, forcément la souffrance de l'enfant, ils ne la comprennent pas. Ils n'arrivent pas, comme on dit, je ne sais pas comment expliquer ça, à sentir le degré de douleur de l'enfant aussi. Quelquefois, c'est une fois que l'enfant il est rendu à un certain point que les parents commencent à réagir. Et souvent aussi, les parents, à un moment donné, ils se sentent complètement désemparés parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner. C'est exactement ça. Parce qu'ils ont bien compris le problème. Ils n'arrivent pas à faire autrement pour le moment parce qu'ils sont chacun englués dans leur changement professionnel, trop de travail, trop de choses qui s'additionnent. Ils voient bien qu'ils passent moins de temps avec leur enfant, que la communication est moins bonne, mais en fait, ce qui bloque dans la situation, c'est que personne ne peut rien changer. Enfin, en tout cas, personne ne se sent capable de faire un pas de côté, faire autrement, prendre du temps pour ça, et ça monte crescendo. Oui, parce que là, souvent, les parents ont l'impression de se sentir coupables de quelque chose. Et là, ce que j'invite les parents à faire, c'est vraiment d'aller faire un accompagnement avec un professionnel déjà pour eux, pour libérer l'enfant de ce qu'il porte par rapport à leurs propres histoires. Parce que ça libère beaucoup de choses aussi. Et ensuite, voir comment ils vont pouvoir réintégrer l'enfant, comment ils vont pouvoir recommuniquer avec l'enfant. Parce que l'enfant dit des choses du parent. Et je le vois aussi avec des enfants d'âge vraiment de très bas âge. Je vois des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui font des crises de colère, des trucs énormes. Ça n'a rien à voir avec l'addiction. Mais ces enfants-là, si les parents ne font rien, ils vont grandir en allant montrer quelque chose de différent et ils vont pouvoir aller dans ce système-là. Peut-être pas tous, mais une grande partie. Parce que l'enfant dit ses colères, ils ne m'appartiennent pas, ce sont les tiennes, maman, ce sont les tiennes, papa. Je suis en train de te montrer cette partie de toi que tu ne veux pas voir. C'est pour ça que vraiment, si ces parents prennent conscience que leur enfant est en train de dire quelque chose sur eux-mêmes, je pense qu'ils commenceraient à dire, je fais ce premier pas pour aller m'aider d'abord moi, mais aussi mon enfant. Parce que je n'ai pas envie qu'il porte ma souffrance sans que je le sache. Mais en même temps, je vais pouvoir mieux communiquer avec lui parce que je vais pouvoir mieux communiquer avec moi, avec cette partie de moi que je n'ai pas envie de voir. Je vais aller l'explorer, je vais pouvoir aller la dépasser. Et du coup, il va y avoir un échange qui va être plus harmonieux entre l'enfant, même le compagnon, parce que quand je travaille une personne, on s'aperçoit que tout autour, il y a plein de choses qui changent. Il y a plus de liens qui se créent, il y a plus d'amour qui est ressenti. Merci, Maria. Pardon? Merci. Il y a 2 autres questions sur l'addiction. Tu les veux maintenant? Voulez-vous les Oui, maintenant? très bien. Oui, on va passer aux questions
Alors, addiction alimentaire au sucre, il y en a deux. Les gens donnent leur date de naissance. Tu les veux? Oui, je veux bien. 18 décembre 1955 et 27 mai Alors, 1955. attends. Je vais prendre déjà celle qui est du 18 décembre 1955. Quel est son prénom? Maryse. Maryse. Alors, ce que je ressens, est-ce qu'on va demander à Maryse si elle veut bien que je dise ce que je ressens sur elle? Oui, je veux bien. Je m'excuse, on ne me voit pas. Je ne sais pas faire fonctionner ma vidéo. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, par rapport à Maryse, ce que je ressens, c'est qu'elle n'ose pas être. Elle doute énormément et elle veut faire plaisir systématiquement à l'autre. Donc, le fait de dire j'existe pas en tant que, je peux pas montrer mon côté fantaisiste, mon côté, c'est quelqu'un normalement qui est joyeux, quelqu'un qui a envie d'être auprès de la nature, qui a besoin, qui a ce côté créatif, etc. Mais en même temps, il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup de, je me sens pas valorisée, je me sens pas compris, je me sens pas, etc. Ça, ce sont aussi des sentiments qui peuvent attirer aussi les addictions. Alors, soit les addictions par rapport à des substances, soit être addict ou, comment dire, dépendant d'une personne à travers l'amour, à travers une relation. C'est-à-dire, j'ai tendance à me, comment dire, à me soumettre un peu au regard de l'autre. Je me sens aimée que si, sous condition. Donc, il y a de ça par rapport à toi, Maryse, dis-moi si je me trompe ou pas. Oui, il y a du vrai. Et en même temps, là, il y a beaucoup d'intuition. Voilà, tu as énormément d'intuition, mais c'est comme si tu ne les utilisais pas forcément pour toi. C'est comme si tu avais peur de mal faire. Alors, nous avons également Myriam qui pose la même question, 27 mai 1960. Alors, par rapport à Myriam, je ressens beaucoup de colère, beaucoup de sentiments ouais, beaucoup de colère, comme si la tête était, elle était pleine, comme si quelqu'un qui s'était refermé sur elle-même et comme si elle n'arrivait pas à voir le jour. Donc, est-ce que tu as une addiction, Myriam? Je ne sais pas si elle m'a entendu. Addiction Voilà. au sucre. Vous m'entendez? Au sucre? Au sucre, ouais, c'est affreux. Le sucre, ça me pourrit la vie, quoi, presque. Oui, parce que Et pour moi, j'en suis arrivée à un point, je me nourris très bien autrement, mais j'ai ce sucre et ça devient de plus en plus présent dans ma vie. Et maintenant, j'en suis au point où combien de temps je vais tenir avant de craquer, quoi. Donc, d'accord. j'ai pris aussi, je me suis dit, bon, bah, alors, j'ai envie, je craque maintenant, au lieu d'attendre, parce que je sais que je vais craquer. Je me suis dit, ça ne sert à rien, puisque je vais le faire. Donc, j'ai essayé D'accord. toutes sortes de solutions. Et finalement, bah, j'en arrive toujours au même point, quoi. Donc, maintenant, mais je mange beaucoup de sucre. Ah oui. Et le sucre attire le sucre, hein. C'est vraiment Ben le voilà, produit donc addictif c'est un cercle très vicieux. Je tourne en rond. Voilà. Mais justement, C'est ce une sucre, boucle, il est en voilà. train de dire, j'ai vraiment besoin de douceur. C'est comme si pendant la naissance, il y a eu un gros traumatisme pendant la naissance. Il y a eu une incompréhension totale, comme si tu te sentais rejeté. Rejeté, il y a une partie de toi qui ne se sent pas du tout admise, acceptée dans ce que tu es réellement. Et c'est comme si avec ce sucre, tu es en train de compenser, de dire cette douleur, je la compense et j'essaie de mettre de la douceur. Sauf que là, tu creuses encore plus. Ouais. Et ce qui fait que il y a comme si tu tournais en rond et du coup, je te sens vraiment complètement fermée. Comme si, voilà, c'était je ne veux plus voir, mais ça se travaille au niveau du sucre, hein. J'ai déjà fait des séances pour arrêter de manger énormément de sucre, pour aller retrouver une alimentation normale, mais parce qu'on a été voir ce que le sucre avait besoin de dire par rapport à la situation. Ouais. Et là, c'est vraiment dans la vie intra-utérine, hein, ça Ah oui, a d'accord. commencé. Ça a vraiment commencé dans la vie intra-utérine. Moi, je ressens qu'il y a eu un décès. Pardon, un quoi? Il y a eu un décès. Un décès? Oui.
auquel cette Je envie de sais sucre que je suis simplement au courant que bon, j'ai une sœur aînée et entre ma sœur et moi, ma mère a fait une fausse couche. Voilà, Mais alors, est-ce que c'est ça? Et ma première sœur est décédée il y a quelques mois. Voilà, la première grande sœur, elle a vécu que 3 mois. Ma deuxième, enfin la seule sœur que j'ai en vie, bon, elle a 4 ans, elle est arrivée 3 ans après. Et entre nous deux, on a 4 ans d'écart. Et j'ai su bien des années après qu'entre nous deux, ma mère a fait une fausse couche. voilà. Donc, c'est Et pour ça normalement, il voulait que, que 3 enfants. Donc, en gros, je suis la 4e. mm, c'est Si vous pour voyez ça ce que je veux que là, il y dire. a cette compensation constante, c'est de dire j'existe et je n'arrive pas à me sentir exister. Hmm. Donc, il faut aller travailler justement par rapport à ces décès-là, D'accord. aller transformer. Alors, il ne faut pas le travailler avec, je dirais, la tête. Parce que si c'est travailler avec la tête, ça ne change rien. Parce que là, ce décès, tu le connais, tu sais. Voilà, tu vas dire oui, c'est ça, etc. Mais peut-être aussi qu'il y a autre chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été prononcé, des émotions que tu as vécues, soit dans ta vie intra-utérine en disant ben, j'ai l'impression de ne pas exister, comme si j'étais morte moi aussi. Donc, tu vas compenser en disant j'ai besoin d'exister et j'y vais par rapport à ce sucre. Il y a plusieurs émotions qui n'ont pas été dites. Et c'est comme si j'avais à l'intérieur ce que j'entends un cri de désespoir. Donc, il y a un cri de désespoir qui doit être libéré par rapport à cette situation. Mhm. Ok. Ouais, parce que j'avais essayé, parce que j'ai vécu en Angleterre et j'avais essayé EFT. C'est un peu l'équivalent de NLP, je pense. Emotional Freedom Technique. On tape, le tapping. Oui, oui, je connais. Oui, je Et connais. j'arrivais pas du tout à accrocher avec ça. C'était très compliqué pour moi. Voilà, ça ne fonctionnait pas du tout et je n'accrochais pas avec. Peut-être que ça fonctionne, mais peut-être que moi, dans ma tête, je sais pas, j'arrivais pas à le. Il y a des C'était techniques qui compliqué avec ça. fonctionnent très bien avec certaines personnes et pas du tout avec d'autres. Oui, voilà. Donc, Voilà, je pense voilà, que il je faut suis une trouver. personne, voilà, ça me paraissait bizarre, même si je suis entièrement convaincue que ça fonctionne pour des personnes. Mais pour moi, je sais pas, ça avait beaucoup de mal à Voilà. fonctionner. Parce que toi, justement, tu as besoin de retrouver ta liberté d'être, ton expérimentation. Et souvent, ce que j'ai observé, quand on a du 5 dans la date de naissance, automatiquement, on sent comme si on n'avait pas le droit d'expérimenter la vie, comme si on n'avait pas le droit de bouger, pas le droit de faire du bruit, pas le droit. Il y a beaucoup d'interdictions derrière. Donc, ça crée de la frustration. Ça crée un sentiment, je n'ai pas le droit d'exister, même si je suis très mouvement. Dans le mouvement, le 5, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger énormément. Donc, souvent, ce sont des enfants à qui on leur a dit, allez, chut, reste tranquille, sois tranquille, bouge pas, parle pas, etc., etc. Et du coup, la personne, elle va créer un sentiment, c'est j'ai pas le droit d'être. Il faut que je me contienne constamment. Il faut que je me contienne constamment. Sauf que là, je ne peux plus me contenir. Donc, il y a ce geste, je vais aller chercher du sucre. Allez, je vais manger pour aller compenser cette envie de bouger, cette envie d'exister, cette envie de croître et de donner du sens à sa vie. Donc, par rapport à cette adolescence, c'est ça que ça est en train de te dire, Myriam. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Maria, il y a beaucoup de questions sur l'alimentation. Vous souhaitez avoir d'autres questions ou continuer votre conférence? Alors, par rapport à l'alimentation, c'est vrai que tu fais bien de le dire, l'alimentation, c'est très important. Parce que l'alimentation crée aussi, quand on est en carence de quelque chose, automatiquement, on va compenser par autre chose. Donc, le fait de revoir son alimentation et pas être, comment dire, alors pour les gens qui sont addicts au sucre, c'est différent, mais déjà le fait de faire des jus de légumes, on peut se les faire soi-même ou on peut les acheter, mais c'est mieux de se les faire soi-même. Déjà, ça va apporter des nutriments au niveau du corps qui va faire qu'on ne va pas avoir besoin de compenser d'une autre manière. Quand on consomme beaucoup de pâtes, et vous pouvez trouver ça par rapport à l'alimentation Irène Grosjean, qui a fait des vidéos là-dessus. Quand on mange des pâtes, toutes ces cols, des pommes de terre, des pâtes, etc., on crée des cols à l'intérieur de soi et on devient de plus en plus lymphatique. Et les pâtes, tous les féculents, c'est quand même du sucre. Donc, on va créer aussi ce sentiment de je ne bouge pas trop, etc.
C'est pour ça qu'elle préconise, et moi je l'ai testé en faisant des jus de légumes, etc., où la vitalité de la personne est complètement décuplée parce qu'on a libéré l'organisme de colle ou comment dire, d'acide par rapport à tous les produits, comment dire, les viandes, le lait, etc. Et quand on élimine certaines choses, on s'aperçoit que le corps retrouve sa vitalité au niveau de l'organisme, au niveau des cellules. Et pour en avoir fait l'expérience, c'est vrai que l'intuition est plus là, on a moins envie de consommer des cochonneries, on fait des choses différentes parce qu'à partir du moment où on va consommer beaucoup de pâtes, beaucoup comment dire, de protéines animales, on est attiré par ce qui nous empoisonne en même temps. Donc, c'est vraiment un élément important aussi à reconsidérer au niveau de l'alimentation. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous préparer un jus de légumes, si vous le pouvez, vous-même. Si vous n'avez pas le temps, achetez-le, mais en sachant que quand on va les acheter, il y a toujours comment dire, des additifs. Alors que si vous le faites vous-même, vous faites un bon jus de carotte avec des épinards, vous pouvez vous faire un jus détox, vous pouvez manger des fruits aussi, c'est très bon les fruits, en dehors des repas bien sûr. Donc vous pouvez réinstaurer une alimentation un peu crue à l'intérieur de votre alimentation et en même temps ça allège aussi l'estomac. Donc l'alimentation c'est un phénomène important. Vous avez aussi la respiration. Quand on a aussi envie de quelque chose qu'on peut faire avant, dès que l'envie vient, c'est je respire. Le fait de faire une dizaine de respirations et se concentrer sur la respiration retarde aussi l'envie d'aller chercher soit à manger pour ceux qui sont addicts pour le fait de manger, soit d'aller chercher une cigarette, soit d'aller chercher autre chose, ou simplement aussi de boire de l'eau. Parce que l'eau, c'est aussi important. Ça nettoie les cellules, mais en même temps, ça a des informations importantes au niveau de l'eau. Donc, le fait de se mettre, faire des méditations tous les jours, même si c'est que 5 minutes par jour. Le fait de s'imposer un rituel. Après, on remplace un rituel par un autre. Si je fais un rituel de méditation qui va me faire du bien et au fur et à mesure de ce rituel, je vais être addict à la méditation. Mais là, c'est quelque chose de bon. On va remplacer une addiction qui est mauvaise pour la santé par quelque chose qui est bon pour moi. Donc, le fait de faire des respirations, de prendre conscience de son corps, de prendre conscience de simplement la vie qui circule à l'intérieur de soi. Et si vous le souhaitez, je peux vous faire une méditation là, juste avant la fin de cette conférence, pour vous aider justement à vous poser et à vous sentir mieux à l'intérieur de vous-même. Donc, il y a aussi un autre phénomène qui est important, c'est le sommeil. Et on s'aperçoit que les gens vont se coucher de plus en plus tard aujourd'hui et qu'ils délaissent un peu ce côté sommeil. Donc, il y a la télévision, il y a les téléphones, il y a les tablettes, il y a Internet, etc. Et il y a des gens aussi qui dorment avec des appareils connectés auprès de leur lit. Et c'est extrêmement mauvais. Parce que simplement, si au lieu d'un téléphone, vous avez même un radio-réveil, il est branché sur le secteur électrique. Et ça a des interférences au niveau du cerveau. Donc, ça crée aussi des perturbations. Vous avez les écrans ou le téléphone qui est branché au niveau du cerveau. Systématiquement, vous allez ressentir tout le réseau électrique. Ça va changer, comment dire, au niveau de votre cerveau, ça va créer vraiment d'énormes perturbations et on ne s'en rend pas compte. Ce qui fait que ça va comme si vous étiez agressé par un élément extérieur. Donc, si votre sommeil est perturbé, si vous ne respirez pas, et en plus, si vous avez une alimentation qui n'est pas assez nourrissante, qui ne vous donne pas assez de vitamines, qui ne vous donne pas assez d'oligo-éléments ou de minéraux, systématiquement, vous allez plonger vers quelque chose qui est plus facile. Et aujourd'hui, on a tendance à manger pizza, pâtes, KFC, là on voit des pubs, le McDo, on se dit au secours. Au secours, le corps, lui, il est nourri par quoi? Que des choses qui apportent rien au niveau alimentaire, que des sucres lents, que des trucs qui collent les cellules, qui ne sont pas forcément bonnes pour le corps. Donc ça, c'est vraiment important de commencer à revoir son alimentation, de revoir si on prend le temps de respirer
Et simplement, même si vous arrivez chez vous, au lieu de mettre la télévision et d'écouter un peu ce qui se passe, c'est de se dire, et si je m'occupais de moi? Et si je prenais 10 minutes, je me pose, je ferme les yeux et je respire tout simplement. Et il y a des pensées qui vont passer, etc. Ben, je laisse passer et je prends conscience de ma respiration, je prends conscience de mon sang qui circule dans les veines. Je prends conscience que la vie qui est à l'intérieur de moi, elle est connectée à la vie universelle, à ce cosmos tout entier, et que je ne suis pas toute seule par rapport à ce cosmos, et que je vais me connecter à quelque chose de plus grand par rapport à moi. Parce que si je suis en vie, c'est que je suis connectée au divin. Je ne suis pas séparée du divin. C'est comme si un rayon de soleil se disait, je suis séparée du soleil. Non, il fait partie du soleil, même s'il n'est pas le soleil, mais il en fait partie. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on fait partie de cette puissance qui nous entoure, qui a créé le monde, qui a créé les arbres. On a cette énergie dans tous les animaux, les arbres, etc., de dire, je vais me connecter à cette partie de l'univers, de ce cosmos, qui va me nourrir. Et le fait de prendre conscience que la vie qui circule en moi, c'est la même chose que la vie qui circule chez l'autre, et que je ne suis pas mon histoire, celle que j'ai vécue, celle que, etc., déjà, ça peut donner aussi un sentiment de, tiens, je vais me connecter au tout. Je vais me connecter à des gens qui sont aussi connectés, et ça va me faire du bien. Donc, le fait de respirer, de méditer, de prendre du temps pour soi, de se poser les questions, mais aussi de se dire, tiens, si ce soir, j'avais 3 choses importantes qui me sont arrivées dans la journée et qui sont belles pour moi, ce serait quoi? Donc, je vais regarder dans ma journée, qu'est-ce qui s'est produit qui me fait du bien? Alors, il y a des gens qui vont dire, bah oui, j'ai passé je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Mais peut-être, tiens, j'ai pu voir une émission qui m'a intéressée, j'ai appris ça sur moi. Je suis peut-être allée me promener et j'ai reçu un sourire de quelqu'un, ou peut-être même moi, j'ai donné un sourire. Rien que des choses comme ça peut permettre à se dire, je vais rentrer en connexion avec les autres. Je vais apporter quelque chose à l'autre qui va me nourrir. Et le fait de se dire, tiens, c'est important, comment je peux me nourrir aujourd'hui? C'est le matin au réveil aussi, c'est se dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour moi qui va me faire du bien? Est-ce que je vais appeler quelqu'un que ça fait longtemps que je n'ai pas appelé? Et je vais m'en nourrir. Je vais apporter quelque chose à cette personne-là. Je vais apporter de l'amour. Je vais m'intéresser à cette personne-là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que je vais aller marcher? Est-ce que je vais me poser quelques questions en disant, tiens, dans ce mois-ci, qu'est-ce qui m'a fait du bien ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai fait d'important et qui me nourrit? Qu'est-ce que les autres m'ont apporté? Qui m'a tendu la main? Qu'est-ce que j'ai vécu de beau? Si on n'arrive pas à se mettre dans quelque chose de beau d'aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans mon passé, était beau? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes atouts? Systématiquement, de se poser des questions qui font du bien au cœur. Et au fur et à mesure de se poser ces questions, on va être de moins en moins amené à aller consommer des substances qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais ça demande un exercice, ça demande de la volonté. C'est pour ça qu'il y a plusieurs méthodes, l'accompagnement par un spécialiste, mais aussi des exercices qu'on peut faire soi-même en prenant simplement, décider à faire le choix de dire, tiens, je vais prendre 10 minutes ce soir où je vais m'occuper de moi. C'est un rendez-vous que je ne dois pas oublier. C'est un rendez-vous que je dois poser systématiquement. Soit les personnes peuvent le faire le soir parce qu'on est dans un état, même avant de s'endormir, on est dans un état hypnotique, en onde alpha. Donc, on est plus à même de se poser des questions ou même s'enregistrer sur des choses qui nous ont fait du bien, de dire, tiens, je vais noter toutes mes réussites, même depuis que je suis petite. Tiens, j'ai peut-être réussi à sauter... Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai réussi, pourtant je ne suis pas grande, hein, je fais 1,50 m. J'ai réussi à sauter 1,20 m un jour à l'école. Je ne sais pas comment j'ai fait ce jour-là. Mais peut-être ça. Waouh! J'ai réussi ça. Et j'ai fait d'autres réussites. Donc, le fait de les noter et de les lire, s'obliger à les lire et de respirer et de lire en conscience et de dire « Waouh, j'ai fait ça. Waouh, j'ai fait ça. Ouais, super, j'ai fait ça. » Et le fait de... Vous savez, le corps, il a cette intelligence. J'ai envie que vous le testiez là maintenant.
Si vous faites « ouais », sentez s'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Simplement en faisant « ouais », ressentez, j'ai envie que vous, justement, vous disiez là, maintenant, vous pouvez me dire si le fait de faire « ouais, génial », vous avez le sentiment qu'il change quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà, j'ai souri spontanément, merci. Parce que le corps, il a cette intelligence. Si vous baissez la tête, faites le test là maintenant. Si vous baissez la tête, vous rentrez vos épaules, etc., vous vous pliez sur vous-même. Ressentez ce qui se passe. Est-ce que vous sentez que c'est joyeux ou c'est moins joyeux? Et maintenant, je vais vous inviter à monter le thymus là, de mettre les épaules en arrière. Alors, vous pouvez faire le geste comme ça, ou comme ça, simplement lever la tête. Et dites-moi si c'est pareil ou si c'est différent. Et si vous faites ça, waouh, waouh, et sortir le son, dites-moi si c'est différent ou c'est identique. Plus digne, plus fort. Oui, parce que le corps a cette intelligence. En fonction de la posture que l'on utilise, on va donner au corps une autre sensation. Et le fait de dire, tiens, comment je peux changer? Là, je sens que je vais commencer à me mettre dans le tabac, dans l'alcool, ou dans la nourriture, ou dans le sucre. Comment je me tiens? Est-ce que je suis sur mon canapé, je suis complètement affaissée, ou est-ce que je me redresse? Est-ce que je lève la tête? Est-ce que je mets mes épaules en arrière? Rien que le fait de ce simple exercice, ça permet de... Je m'ouvre, et là, j'ouvre l'espace cœur. Et dans cet espace cœur, vous pouvez faire aussi de la cohérence cardiaque. Pendant 5 minutes, je vais au rythme de 5 sur 5, je monte et je respire et je descends 5 sur 5, etc., etc. Ça, ce sont des exercices qui peuvent aider aussi par rapport aux addictions. Donc, il y a plein de petites astuces par rapport au fait de dire, tiens, je m'observe. C'est d'être comme si on était à l'extérieur de soi, comme si on était en position méta. Si je me regarde, comment je me tiens? À quoi je pense? Est-ce que je pense quelque chose de négatif? J'ai le choix dans l'instant de dire, je peux mettre là des choses positives. Je pense à, oui, je ne sais pas moi, mes factures ou un tel m'a dit telle et telle chose. Allez, je zappe comme si vous aviez une télécommande de dire, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma vie? Alors peut-être votre cerveau va dire, oui, mais non, hop, stop, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma vie? Et de le noter parce que le fait de l'écrire, ça permet que quand le cerveau il va à droite à gauche, ça permet de confirmer les choses. Donc, c'est vraiment important. Donc, l'alimentation, la respiration, améliorer le sommeil. Donc, si vous faites des respirations le soir, systématiquement, vous allez améliorer le sommeil. Le fait de boire assez souvent à petites gorgées, ça permet aussi de nettoyer le corps, d'envoyer des informations. Alors, il y a des gens qui mettent sur les bouteilles d'eau le mot amour, le mot bonheur, le mot joie, des mots que vous avez envie qui vous fassent du bien, d'accord? Parce qu'on est composé de plus de 70% d'eau. Donc ça, ce sont aussi des techniques à utiliser pour dire comment je me libère de ces addictions et comment je fais pour me sortir d'un état que je peux contrôler. Après, quand l'addiction est trop importante, c'est sûr que ça va aider, mais ça ne va pas tout faire parce qu'il faudra chercher l'émotion derrière. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors il y en a d'autres, je vous les mets immédiatement. Oui, il y a deux personnes qui disent qu'ils ont été, qu'ils avaient eu une addiction, que cette addiction, elle est passée et qu'elle est revenue plusieurs années après. Alors, ça arrive qu'il y ait des rechutes. Alors, quand il y a des rechutes, souvent, c'est parce qu'il y a eu dans la vie un stress encore plus important qui a réveillé une partie de la souffrance, de ce côté émotionnel qui a été mise à rude épreuve.
Donc, il faut aller voir justement ce que cette addiction, le fait d'avoir rechuté, il ne faut pas s'en vouloir pour autant, parce qu'en fonction de certaines choses, on peut rechuter quand il y a des situations qui sont mal vécues, où on est dans un mal-être, où on vit une rupture, où on vit un licenciement, où on vit par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ça, il y a des rechutes et qui sont normales. Donc, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que le fait d'avoir rechuté, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Aller sonder à l'intérieur de soi. Donc, vous pouvez aussi vous poser des questions. Cette addiction m'apporte quoi? Vous pouvez l'écrire. Cette addiction m'apporte quoi? Et si j'arrête l'addiction, ça fait quoi? Vous vous posez ces deux questions dans les… Pardon? Non, non, rien. Ah oui, d'accord. Donc, de poser ces questions et de remplir chaque case en disant, tiens, si j'arrête l'addiction, ça me fait quoi? Si je continue l'addiction, qu'est-ce que j'obtiens? Ça peut vous donner aussi des réponses. Donc, par rapport à ça, oui, c'est normal, mais justement, il faut profiter de ça comme un tremplin. C'est se dire, là, tiens, mon inconscient est en train de me dire quelque chose que je n'ai peut-être pas totalement réglé. Donc, c'est se dire, bah, je vais peut-être, soit je le fais moi-même si j'y arrive, soit je vais aller voir un thérapeute qui va m'accompagner pour justement sortir de ce stress qui crée l'envie d'avoir une addiction. Donc, et pour aller enlever les blocages qui paraissent des fois infranchissables, parce que tout seul, on ne va pas voir ce qui se passe forcément à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi la personne qui avait un projet de vie et qui s'est vu son projet capoter pour X raisons. Donc, c'est pour que la personne puisse aller reconstruire un nouveau projet de vie. Parce que c'est comme souvent les gens qui tombent dans le burn-out, ils avaient avant une autre addiction qui était liée à quelque chose. Là, c'était l'addiction au travail qui conduit au burn-out. Mais là, c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Dans quel domaine je dois changer les choses? Est-ce que c'est mon domaine professionnel, affectif, matériel, financier, amical, etc.? Ou par rapport à la santé, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Ou qu'est-ce que je ne fais pas que je laisse de côté et que je voudrais créer? Donc, c'est vrai, c'est tous ces questionnements-là qu'il est important d'aller voir quand on a ce genre d'addiction. Est-ce que c'est clair ou… Oui, c'est clair, oui, enfin je pense, oui. Autrement, une autre personne, une dernière question, enfin, avant que vous repreniez la parole. Une personne qui était addicte à l'alcool, et donc ça s'est passé. Et 2 ans après, elle a développé une autre addiction au cannabis. Ben oui, parce que la problématique, elle n'a pas été réglée à l'origine. C'est pour ça qu'on peut passer d'une addiction à l'autre, et souvent les addictions, elles se combinent l'une avec une autre. C'est-à-dire souvent ceux qui sont addicts au tabac, ils sont addicts à l'alcool, ils sont addicts à la drogue, ou ils sont addicts voilà, ils vont rajouter une autre addiction, ils sont addicts au sexe, ils sont addicts aux réseaux sociaux, ils sont addicts à un tas de choses. C'est-à-dire qu'une addiction entraîne une autre. Et quand on n'a pas compris ce que la première addiction avait à dire complètement, on va compenser avec autre chose. C'est pour ça que quand on travaille en hypnose, on peut, par exemple, moi je propose aux gens, s'ils veulent arrêter de fumer, c'est d'aller voir aussi l'émotionnel. Parce qu'on peut faire arrêter de fumer, oui, mais si on ne travaille pas l'émotionnel, ça va revenir d'une autre manière. Parce que la personne a vécu une histoire qu'elle a besoin d'aller libérer pour aller lever les blocages. Donc, tant que ces blocages ne sont pas partis, automatiquement, on va retomber dans un autre genre d'addiction. Voilà. Mais c'est important de se poser, se dire, tiens, je suis vraiment addict à quoi? Est-ce que là, je me sens addict aussi à l'alcool, au tabac, aux sucreries, aux gâteaux? Est-ce que je suis addict aussi à la relation à l'autre? Parce que des fois, on s'aperçoit qu'on est comme des sangsues. On est en quête d'amour. C'est donnez-moi, regardez-moi, j'existe, etc. Et cette addiction, elle est en train de dire à l'autre, hey, oh, je suis là, j'existe. Et du coup, on va s'accrocher à ce qu'on peut s'accrocher à l'extérieur. Donc, j'invite vraiment les personnes à aller
regarder à l'intérieur de soi, soit tout seul, soit en étant accompagné, pour aller justement écouter cette partie qui a besoin d'être entendue. Et c'est à partir de ce moment-là que les miracles arrivent. Ce n'est pas moi qui fais des miracles quand j'accompagne les personnes. C'est simplement qu'on a été mettre le doigt exactement là où il fallait que regarder. Donc, c'est justement, c'est l'émotion, comme elle dit, voilà, c'est le côté émotionnel qu'il faut changer, parce que j'aime bien la phrase qui disait Jacques Salomé. C'est pas parce que sa grand-mère lui disait, c'est pas parce qu'on sait que le pneu est crevé qu'il est réparé. Donc, c'est aller voir, parce que si vous savez que votre pneu est crevé et que vous roulez avec, il sera toujours crevé. Par contre, si vous le réparez, vous aurez comme un pneu neuf. Donc, c'est d'aller voir cette partie de soi et d'aller réparer cette partie de soi, pour aller lui mettre du baume, pour aller l'accueillir, pour aller l'embrasser, pour lui dire, voilà, tu es là avec moi et je vais voir qu'est-ce que tu es en train de me raconter comme histoire. Donc, ça n'a rien à voir avec l'addiction, mais par rapport au problème de sommeil, justement pour vous donner un exemple. C'est-à-dire, j'avais une personne qui était addicte à certaines choses et elle me disait, j'arrive pas à dormir. Je prends sans arrêt des cachets pour dormir et je ne peux pas m'en passer. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans une vie antérieure, cette personne-là, elle était, comment on appelle ça déjà, pendant la guerre, ah mince, je n'ai plus le nom, ceux qui faisaient la garde là. Dominique, si tu as le mot. Merci. Une sentinelle. Voilà. Donc, elle faisait le veilleur de nuit, la sentinelle, pour éviter que, en temps de guerre, les gens soient tués. Il fallait absolument qu'elle prévienne la nuit. Sauf qu'elle a ramené ce sentiment ici, dans cette vie-ci. Donc, toutes les nuits, elle ne pouvait pas dormir. Il fallait qu'elle prenne un cachet et un autre cachet, etc. À partir du moment où on a libéré cette mémoire karmique, le sommeil s'est amélioré. Donc, elle était plus à même de dire, j'ai moins l'addiction que j'ai, puisque maintenant, son sommeil, elle n'avait plus besoin d'avoir ces médicaments pour dormir. Parce qu'on peut être aussi addict aux médicaments. Donc, là, les choses se sont naturellement faites pour que plus besoin de cachet pour dormir. Et vous voyez comme quoi on peut avoir une problématique dans cette vie-ci qui est liée aussi à une autre vie. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou je suis partie dans autre chose, je ne sais plus. Je suis partie sur mon idée en tout cas. Moi, j'avais aussi posé une question, je ne sais pas s'il a vu, par rapport à ma date de naissance. Moi, je suis boulimique depuis l'âge de 15 ans. Et je fais beaucoup de thérapie, mais c'est comme si ça ne m'a pas vraiment aidé à, à basculer dans une sorte de me libérer de ça. C'est seulement dans des groupes. Donc, c'est 17 septembre 1961. C'est seulement dans des groupes qui sont équivalents aux alcooliques anonymes que j'ai pu arrêter de vomir. Après, j'ai recommencé. Maintenant, j'ai réarrêté. Mais je suis toujours compulsive, quoi, les soirs surtout. Et justement, la journée se passe très bien. Après, les soirs, quand je rentre, c'est incontrôlable. Alors, par rapport à ça, justement, je vais te donner un exemple. Je vais regarder après ta date de naissance, mais je vais vous donner un exemple. J'ai une fille qui est venue à mon cabinet. Elle avait, peut-être 15 ans, 15-16 ans. Elle a été passée du côté anorexique au côté boulimique. Et quand j'ai commencé à la travailler, je me suis aperçue que tous les jours, pendant le repas, elle assistait à des conflits entre le père et la mère. Et elle ne se sentait pas exister, elle se sentait ignorée dans cette histoire, mais elle était tout le temps en train de voir le conflit entre l'un et l'autre. Donc, sa manière d'oublier ce conflit, c'est je mange. Et juste après, je vais me faire vomir. Donc, ça a duré une paire d'années. Et quand elle est venue, justement, j'ai commencé à travailler sur elle. Et j'ai commencé à libérer ses croyances, ses blocages par rapport au père, à la mère, etc. Et à un moment donné, je vois qu'elle portait l'histoire de sa mère. Donc, j'ai demandé à sa maman de faire un travail sur elle. Parce que la boulimie de cette fille-là, elle était liée au transgénérationnel. Et à partir du moment où j'ai travaillé cette fille et sa mère,
elle a arrêté d'être boulimique. Et elle s'est transformée, j'ai trouvé ça magnifique. Elle était, je crois qu'elle avait 14 ou 15 ans, on aurait cru une petite fille, vous savez, qui n'a pas grandi. On avait l'impression que, voilà, elle n'osait pas grandir, voilà. Et du jour où on a travaillé tous ces blocages, j'ai vu devant moi une femme. Elle était magnifique. Et ça a libéré la fille et la mère, elle me dit, mais à travers cette histoire-là, elle a compris un tas de choses sur elle et elle m'a dit, ça m'a permis de voir que, au départ, elle me disait, c'est bizarre, vous travaillez sur moi, il y a aussi mon mari qui change. Et je lui disais, non, c'est vous qui changez, donc votre regard par rapport à lui a changé. Il dit, maintenant, il est beaucoup plus gentil. Maintenant, il me rend service. Maintenant, il est différent. Maintenant, on discute. Maintenant, il mange avec nous à table. Parce que pendant un moment, ça faisait, ils avaient plus de 30 ans de mariage. Il me dit, à un moment donné, ils ne mangeaient même plus ensemble parce que c'était toujours conflictuel, donc ils voulaient éviter les conflits. Ils ne partaient plus ensemble en vacances. Donc, ça a renoué toute la famille. Et du coup, cette jeune fille, elle a arrêté sa boulimie. Donc, je vais regarder pour toi, Diana. Alors, chez toi, il y a beaucoup de peur de mourir. Ah ouais. Et c'est comme si j'ai tellement peur de mourir que je dois me remplir. Alors, il y a quelque chose que tu veux oublier et qui n'est pas oublié. Je ne sais pas si ça te parle, mais il y a quelque chose que tu as envie d'oublier que tu n'y arrives pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel ordre, dans quel domaine ça peut être. Ben, moi, je sens un cœur blessé. D'accord, oui. Voilà, c'est comme si je voyais ton cœur comme s'il était, tu sais, comme quand on voit un éclair, là. Il était coupé en deux dans le sens là. Après, je ne sais pas si c'est une histoire qui a créé ça ou si c'est tout mon parcours. Oui, je ne sais pas. Ben là, il y a une histoire en particulier qui a créé ça. Et c'est comme s'il y avait beaucoup de non-dits. Il y a plein de choses que tu gardes. Il y a plein de choses que tu n'oses pas dire. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur, mais j'ai une sœur qui est décédée. C'est-à-dire qu'il y en a une qui reste. On était 3. C'est comme s'il y avait une incompréhension entre vous. Oui. Et c'est comme si, voilà, et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme s'il y avait une comparaison entre vous. Et c'est ce sentiment d'être comparé sans arrêt qui, à l'intérieur, c'est comme si tu étais, je te vois comme si tu étais en deux parties, comme s'il y avait une vague à l'intérieur de toi qui fait un coup je suis là, un coup je suis là, un coup je suis là, un coup je suis là. Comme si tu n'arrivais pas à retrouver l'alignement, le positionnement. C'est comme si tu étais toujours partagé entre un côté et l'autre. Ça se balance. C'est ce que je ressens quand je me connecte à toi. Par rapport à cette sœur qui est vivante, oui. Ouais. On est en conflit. Pas forcément par rapport que à la sœur vivante, mais je sens un balancement. C'est comme si je ne sais pas où me positionner, je ne sais pas où me mettre. Apparemment, il y a un jumeau de conception. Je ne connais pas le jumeau de conception, ça veut dire que tu es venu avec quelqu'un d'autre, avec une autre âme qui a choisi de partir et toi que tu as choisi de rester. Donc, c'est pour ça que tu cherches aussi ta place. C'est comme si tu disais, je me mets où? Tu vois? Et il y a une reconnaissance à faire par rapport à un jumeau de conception. Mais là, est-ce qu'il faut travailler sur toi? Alors là, j'ai un message des guides, je ne sais pas si je peux le dire, mais on me dit, là, tu as un potentiel énorme, énorme. Mais c'est comme si tu le redoutais, ce potentiel. Alors qu'il est là, c'est comme si on me montrait, comment dire, une fleur qui est prête à s'éclore et elle met un capuchon dessus. Oui, je me sens. Oui, non, mais c'est. Voilà. Donc, il y a ces parties-là, cette douleur au niveau du cœur d'aller travailler et cette relation à tes frères, à tes sœurs qu'il faut aller travailler.
pour que tu puisses, et puis ce jumeau de conception, que tu puisses retrouver ta vraie place. Parce que sinon, je ne sais pas si tu ressens comme ça, c'est comme si tu étais à côté de toi. Tu n'étais pas vraiment dans ta vie. Ah bah ça, je l'ai senti toute ma vie, de pas être à ma place, de pas être dans ma vie, dans celle que j'aurais vraiment choisie, si je devais pas faire des choix qui m'ont été imposés quelque part, par rapport aux études, par rapport à... Parce que justement, tu as un jumeau de conception à qui on ne lui a pas donné sa place. Donc, il faut aller travailler sur cette notion-là. Mais là, tu es obligé d'être accompagné pour le faire. Tu ne peux pas le faire toute seule. Ok. Bah, merci beaucoup. C'est waouh. Incroyable. Merci. Donc ça, un problème de justement de positionnement dans la fratrie, souvent, les gens me disent, oui, je suis deuxième, je suis la troisième, je suis la quatrième. Et moi, j'entends, non, je suis la cinquième ou je suis la sixième. Et les personnes, elles me disent, non, je ne savais pas. Sauf qu'il y a eu soit des fausses couches, soit des jumeaux de conception, des choses comme ça. Et à partir du moment où on leur donne leur vraie place, il y a quelque chose qui se stabilise et elles se sentent fortes, ancrées, à leur place, à prendre des décisions. Et ça évite justement, comme tu dis, d'aller dans des addictions pour dire je cherche ma place, mais je ne la trouve jamais. Et là, dans peut-être 60% des cas, il y a ce problème de place. Ok. Merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Dominique? Il y a des remerciements. D'accord. Alors, une personne dit que intellectuellement, les mécanismes, on les comprend, mais que émotionnellement, ça reste bloqué. Oui, justement, parce que quand on le fait qu'au niveau du mental, et là, quand on a une addiction, ce n'est pas le mental qui joue, c'est les émotions. Que ce soit des émotions, par exemple, comme j'expliquais tout à l'heure, lors de la naissance, je me suis sentie mourir dans la matrice de la mère. Donc, émotionnellement, j'ai ce sentiment de mort. Donc, si je meurs, si je n'avance pas, je meurs. Donc, cette personne, elle l'a créé émotionnellement dans sa vie, dans son professionnel. Donc, je vais travailler constamment pour éviter de mourir, parce que cette émotion de mort, elle l'a ressentie au plus profond d'elle. Si elle avait dit juste mentalement, elle va dire oui, j'ai failli mourir, nanana. Sauf que ce n'est pas passé dans le cœur. Et moi, quand je travaille avec les personnes, je vais lire, et c'est ma faculté, l'émotion qui est cachée derrière un comportement. Je vais aller faire dire à la personne au niveau de son inconscient, tout ce qui était coincé émotionnellement. On ne reste pas sur le plan mental, on va voir sur le plan de l'inconscient, sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qui n'a pas été dit et comment la personne doit le dire? C'est-à-dire que quand je suis connectée à une personne, c'est comme si c'était sa petite fille intérieure qui, à travers moi, disait les mots. Donc, je fais dire les mots tels que la personne avait envie de les dire à l'âge où elle a vécu le traumatisme. Et quelquefois, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a certains traumatismes, c'est pas forcément, quand ils sont addicts à quelque chose, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément des gros traumatismes. Quelquefois, c'est par exemple, je me suis sentie, par exemple, humiliée alors que j'ai appris à aller sur le pot et j'ai été jugée devant tout le monde. Ça a été un traumatisme pour l'enfant. Donc, il va, recréer cet événement-là à travers d'autres systèmes où elle va se sentir humiliée, pas comprise, critiquée, jugée, etc. Donc, le fait d'aller voir ce que l'émotion dit et tout ce qu'elle dit, sans a priori, parce que souvent la tête, elle dit non, quand je travaille sur certaines personnes, elle me dit non, je n'ai pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça. Sauf que l'enfant, la petite fille ou le petit garçon, il dit mais c'est important pour moi de pouvoir l'exprimer.
Et à partir du moment où elle accepte d'exprimer ce que son inconscient dit, automatiquement, elle sent qu'il y a une porte qui s'ouvre au niveau du cœur, elle sent qu'il y a plus de liberté, plus de joie qui s'installe et que par rapport au comportement addictif, elle en a moins besoin puisqu'elles se sont entendues, elles se sont comprises dans l'émotion qu'elle avait à vivre. Et elles se voient d'une autre manière. Et là, on peut poser de l'amour, de la compréhension, de la tolérance, de la joie, de l'accueil. On peut mettre d'autres émotions positives. Du coup, la personne, elle se construit par rapport à ce nouvel émotionnel. Donc, c'est ça qui va faire que la personne, elle va prendre du tonus, elle va prendre de l'énergie et elle sera moins tentée d'aller vers telle ou telle addiction. Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est à partir du moment où on met le doigt sur ce qui se présente. Et souvent, par rapport à une séance, la personne, elle vient avec sa problématique. Bon, elle me dit, voilà, j'ai telle addiction ou peut-être autre chose, hein, pas forcément l'addiction, mais par rapport à autre chose. Et moi, je vais me connecter à travers tous mes outils. Alors, je peux utiliser l'hypnose, la constellation, le karmique, mais c'est toujours ma médiumnité que j'utilise à travers de divers outils, qui est d'un grand secours parce que quand la personne, je la reçois, systématiquement, elle m'envoie des messages. J'entends ce qu'elle se raconte comme histoire. Donc là, je vais aller voir par rapport à ce qu'elle me montre. Alors moi, j'ai cette capacité à voir les images, à entendre ce qu'elle se raconte et de ressentir dans mon corps. Donc, j'ai les 3 façons pour sentir ce qui se passe. Et à partir de là, je vais aller l'aider à transformer ce qui a besoin d'être transformé. Et au fur et à mesure, voilà les pas qui vont être faits et les changements d'habitude qui vont se faire, mais naturellement. Comme elle disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, là, qui me disait, bah, ça se fait en automatique. Je vais chercher du sucre ou je vais chercher mon verre d'alcool ou je vais chercher mon verre de drogue. Je vais chercher ma drogue, etc. Les choses se font naturellement. Je n'ai plus besoin de forcer. J'ai même plus envie d'aller chercher du sucre. J'ai plus envie d'aller chercher trop de nourriture. Je me sens comblée de l'intérieur. Il n'y a plus ce sentiment d'insécurité qui me fait avoir un geste d'addiction. C'est là, je vais mettre quelque chose de plus apaisé, quelque chose de plus réparant, quelque chose de plus doux, de la tendresse, du bonheur, de la joie. On va le remplir avec quelque chose qui redonne de la force à l'intérieur de soi. Et du coup, la personne, elle va se dire, mais comme je vous disais tout à l'heure, la personne qui a arrêté de boire, c'est pas moi qui. Elle se disait pas, non, il faut que j'arrête de boire. Elle disait, mais j'ai plus envie de prendre mon verre. J'ai plus envie de prendre mon verre d'alcool. Elle me dit, tiens, là, ou avant, je buvais une bouteille. Elle me dit, tiens, là, j'ai bu qu'un verre. J'ai bu 2 verres. Et je sens qu'au fur et à mesure des séances, j'ai plus envie. Et c'est ça qui est extraordinaire. À partir du moment où la personne, elle se sent reconnue dans son émotionnel, dans ce qu'elle est réellement, elle n'a plus besoin d'utiliser quelque chose d'extérieur pour se fuir. Elle s'accueille dans ce qu'elle est. Et ça devient magique. Et c'est ça, moi, qui me fait, comment dire, quand je vois les gens grandir devant mes yeux, quand je les vois se transformer, c'est un cadeau, c'est magnifique, c'est magique. Je me dis, la vie, elle est bien faite, le corps, il est bien fait. S'il nous envoie vers quelque chose, c'est qu'il est en train de dire quelque chose sur nous. Et à partir du moment où on va chercher, on en prend conscience et on va libérer tous ces blocages, le corps, il est magique, majestueux. Il y a une puissance à l'intérieur de nous qui est fabuleuse, vraiment fabuleuse. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes, d'aller justement aller découvrir cette pépite que vous êtes, cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous, et d'aller découvrir ce trésor qui est là, qui demande qu'à être reconnu, qui demande qu'à être exploré, qui demande qu'à être montré, et de dire, je existe comme je suis, avec mes défauts, avec ma taille, etc. Mais je m'en fous, je suis bien. Et c'est ça qui est fabuleux. À partir du moment où on commence à s'accepter tel que l'on est, peu importe si on a un petit nez, un gros nez, si on mesure 2 mètres ou même 50 cm, et se dire s'accepter dans sa globalité et de voir toute la perfection qui nous anime, on s'aperçoit qu'on a une force à l'intérieur et tout s'apaise. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve que le corps, c'est génial. Pour ça, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier-là, mais j'observe toujours les mêmes mécanismes.
Et c'est extraordinaire. Comment la capacité du corps, à partir du moment où on met le doigt sur ce qui fait mal et on le transforme, le corps, comment il change. Ce n'est pas moi qui guéris les gens, c'est justement, j'ai ouvert une porte et c'est le corps lui-même qui, waouh, qui fait le reste. Et c'est sublime, franchement sublime. Donc, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vers qui se tourner et il y a toujours plein de solutions. Donc, est-ce que tu as d'autres questions, Dominique? Non, pour l'instant, j'en ai pas. Par contre, Maria, il me semble que vous avez écrit un livre tout récemment. Vous pouvez peut-être en parler. Voilà. J'ai écrit un livre, La parole qui illumine ton chemin. Donc, c'est un livre qui m'a été dicté par les anges. Donc, il y a 120 verbes qui parlent justement aimer son corps. Ce sont des verbes à répéter, c'est-à-dire quand on a une problématique quelconque, on ouvre le livre à une page, on demande à son inconscient, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre aujourd'hui? Et on ouvre une page, et là, par exemple, améliorer la relation mère-fille. Et pendant 27 jours, vous pouvez lire le texte, par exemple, je me libère de ce besoin de fusion, etc., je m'autorise à vivre. Ce sont des paroles libératrices au niveau de l'âme. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on travaille là-dessus, il y a des choses qui se libèrent. Et ça tombe exactement sur ce dont vous avez besoin. Donc là, vous avez sur la relation mère-fille, l'émerveillement, parler à son moi supérieur, la confiance en soi pour développer la confiance en soi, sur l'auto-guérison, quand on a peur de ne pas y arriver, il y a le réconfort, les plaisirs, sortir d'une relation perturbante, etc. Donc, c'est un livre, vous avez même aussi sur les énergies négatives, sur le sens de ma vie, l'univers des possibles. Ça veut dire qu'à travers la prière, j'appelle ça des prières aussi, on va demander à l'univers justement et à notre supraconscient, si on veut, on va programmer des choses nouvelles. Donc, c'est un outil que j'utilise déjà moi et que mes clients utilisent justement pour changer déjà sa vision du monde. Et le fait de le faire le soir au coucher et le matin au réveil pour certaines personnes, ça permet de partir sur un bon pied dans la journée. Ça permet de retrouver du réconfort. Par exemple, moi j'ai vu, par moment, je vivais quelque chose avec mon fils qui était un peu crispé. Et quand je trouvais, c'était la relation au fils. Je disais, bon, donc ça me permettait de relativiser en disant, OK, voilà, j'ai quelque chose à dire avec ça, voilà, ça me réconforte. Les anges m'ont donné une prière par rapport à ça. Je faisais ma prière pour que les choses s'apaisent et les choses s'apaisaient. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez aller sur mon site internet, La parole qui illumine ton chemin, pour le commander. Et je propose aussi un atelier pour les gens qui ne savent plus, qui n'ont plus de raison d'être et qui ont envie de changer leur vie, de poser des projets de vie. Je fais la carte au trésor qui aura lieu samedi 22 janvier en présentiel et le 23 en visio, pour aller justement travailler sur les 8 domaines de notre vie, sur le plan affectif, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé, les amis, les loisirs, les voyages, la spiritualité, la créativité, etc. On va travailler sur les 8 domaines de notre vie pour aller poser ce que l'on a envie de vivre dans les 5 à 10 ans à venir. Et ce que je trouve fabuleux, c'est que quand on travaille cette carte au trésor, c'est-à-dire on va écrire les objectifs, parce qu'il y a une manière de les écrire, et on va mettre en image, c'est ce que j'appelle la carte au trésor, et les personnes vont présenter devant le groupe leur projet de vie sur les 5 à 10 ans. Et ensuite, je vais travailler en hypnose pour aller ancrer leur projet de vie. Et ce que je m'aperçois, c'est que la première année, il y a déjà au moins 70% des objectifs qui sont réalisés la première année et je trouve ça fantastique. Ça veut dire qu'on va booster l'inconscient sur des croyances positives, sur des choses que les gens ont vraiment envie de vivre. Et pour les gens qui n'ont plus de sens dans leur vie, qui ne savent même plus vers quoi aller, le fait de poser quelquefois des images, si on ne sait pas tout à fait au départ qu'est-ce que je vais écrire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, etc., c'est là on va prendre une journée vraiment pour soi.
Et le fait de mettre en image, il y a des choses qui arrivent. Alors, je vais vous donner un exemple par rapport à cette carte au trésor. Moi, je le fais depuis des années. Et à l'époque, j'étais dans la rue. J'avais perdu mon compagnon, j'avais plus d'habitation, j'avais plus de travail, je n'avais plus rien. Et j'ai tout reconstruit de A à Z. Et j'ai fait un virage à 360 degrés. Donc, je l'ai construit à travers cette carte au trésor où j'ai commencé à mettre tous mes objectifs de vie. Et au fur et à mesure, j'ai eu cette maison grâce à ça. J'ai eu plein de choses grâce à ça, que ce soit mes voyages, mes amis, etc. et tout ce qui m'entoure aujourd'hui. C'est grâce à cette carte au trésor que j'ai démarré il y a quelques années avec Alexandre Lucas et que je continue tous les ans à refaire, que je le fais déjà pour moi et que je le fais aussi en accompagnement pour les autres, pour que les gens puissent se retrouver et retrouver du sens à leur vie. Et je trouve ça extraordinaire de voir l'évolution et à la vitesse que les choses arrivent. Et c'est ça, c'est fabuleux. Donc voilà pour cette carte au trésor. Donc, si vous souhaitez me contacter par rapport aux soins, donc je fais des soins en individuel, soit sur, comment dire, quand la personne vient, je peux la travailler sur en constellation familiale, sur des problématiques familiales. Ça peut être aussi, par exemple, je perds de l'argent par rapport à une profession et je n'arrive pas à créer comment dire, créer un chiffre d'affaires important. Ça peut être, je dois recevoir un héritage et tout est bloqué. Ça peut être, je n'arrive pas à rencontrer l'amour, je n'arrive pas à me débarrasser de cette addiction, je n'arrive pas à avoir une belle relation avec mes parents, avec mes enfants, ou voilà, je n'arrive pas à créer une belle histoire de couple, je n'arrive pas à… Bon, il y a plein de sujets par rapport à la sexualité, j'ai des problèmes au niveau sexuel. Et c'est aussi par rapport aux enfants. Là, ça n'a rien à voir avec les addictions, mais j'ai beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui dans le harcèlement à l'école. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui passent à l'acte pour avoir des états suicidaires. Et je trouve ça vraiment, comment dire, je trouve ça vraiment, j'arrive pas à trouver le mot, dur de voir que des enfants de 11-12 ans commencent déjà à avoir des idées comme ça. Je trouve ça pas terrible, quoi. Et j'aide aussi ces enfants qui ont des problèmes de confiance, qui sont sans arrêt dans le regard des autres, qui ont vécu du harcèlement, de la violence ou des choses pour les femmes, du viol, etc., des choses terribles pour les uns les autres. Donc, je travaille tous ces sujets-là. Donc, je voulais partager avec vous si vous avez des situations comme ça et vous ne savez pas vers qui vous tournez, comment les aborder, etc. Je travaille tous ces sujets-là. Et je trouve fabuleux que les enfants vont beaucoup plus vite que nous parce que, bon, ils ont moins de vécu déjà par rapport à nous. Et même quand ils ont vécu des choses terribles, ça va excessivement vite. Et quand je vois la transformation, c'est vraiment génial. C'est vraiment fabuleux de voir ces enfants qui retrouvent le sourire, que les parents retrouvent le sourire grâce à tout ça et qu'en fin de compte, il y a cette famille qui se reconstruit. Je trouve ça extraordinaire. Donc, voilà par rapport à mes activités, par rapport à mes ateliers. Et Dominique vous a laissé mes coordonnées, donc vous pouvez me joindre au 06 67 46 75 06. Sinon, vous pouvez aussi aller sur mon site msrbienêtre.fr sur lesquels vous avez aussi certaines vidéos. Et sur mon site internet, je vous propose aussi des ateliers sur les addictions que vous pouvez faire vous-même, où je vous accompagne justement avec différents exercices pour vous accompagner, pour vous aider à vous libérer de ces addictions à travers plusieurs exercices, à travers de l'hypnose, etc. Donc, vous pouvez trouver ces ateliers sur mon site, vous pouvez les acheter. C'est 2 ateliers d'1h30 qui vont vous permettre d'avancer aussi par rapport à votre problématique. Sinon, vous avez plusieurs témoignages aussi sur mon site que vous pouvez aller voir. Et puis, pour conclure, je vais vous souhaiter vraiment plein de belles choses et si vous avez quelque chose à comprendre par rapport à votre vie, dites-vous que de toute façon, la vie nous envoie ce qu'on est capable de dépasser et que ce n'est pas une punition, c'est simplement le besoin de grandir et de comprendre certaines choses par rapport à notre vie.
Donc, j'espère que cette conférence a pu vous éclairer, qu'elle a pu vous apporter comment dire, des pistes de réflexion pour que vous puissiez enfin être mieux avec vous-même. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toi aussi, Dominique, de m'avoir permis de faire cette conférence. Eh bien, nous te remercions tous de nous avoir offert cette riche et belle conférence. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci et au revoir. Il va beaucoup de choses. Merci, au revoir. Tu as plein de beaux remerciements, Maria. Oui. C'est vrai que moi, je ne voyais pas les commentaires, donc... je pense que ça a pu apporter voilà, aux personnes qui étaient présentes justement un éclairage sur les addictions. Ah oui, c'était très bien. Oui. C'est très bien, je vais arrêter.